Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, qui est un domaine où la science, l'ingénierie et la philosophie vont se rencontrer. C'est le biomimétisme. Et en fait, c'est bien plus qu'une simple source d'inspiration. C'est peut-être justement l'une des clés pour inventer notre avenir. Alors, c'est parti, on part ensemble explorer 3,8 milliards d'années de recherche et développement réalisés directement par la nature. Donc, qu'est-ce que c'est déjà le biomimétisme? On pourrait dire que c'est l'art d'imiter le vivant pour résoudre nos problèmes humains. Mais en réalité, c'est plus profond que ça. C'est une démarche scientifique qui consiste à observer la nature, ses formes, ses matériaux, ses comportements, pour créer des technologies plus efficaces, plus durables et souvent plus élégants que ce que nous sommes capables d'inventer tout seuls. Pourquoi? Parce que justement, la nature est l'ingénieur la plus expérimentée de la planète. Elle teste, optimise, ajuste, élimine depuis 3,8 milliards d'années. Chaque organisme vivant que vous croisez est le résultat d'une série ininterrompue d'essais et d'erreurs à une échelle que l'humanité ne pourra jamais égaler. Et si le biomimétisme est aujourd'hui essentiel, c'est parce que nous sommes confrontés à des défis gigantesques. L'énergie, la pollution, les matériaux, la mobilité, le climat. Et dans tous ces domaines, le vivant fait déjà, depuis longtemps, mieux que nous. Le vivant fait mieux et surtout il l'a fait sans polluer, sans épuiser les ressources, sans détruire les équilibres. Alors, l'histoire. Donc l'idée d'imiter la nature, ça ne date évidemment pas d'hier. Dans l'Antiquité, de nombreuses inventions sont inspirées du vivant. Le vol d'Icare, même s'il s'agit d'un mythe, montre que l'être humain rêvait déjà de copier les oiseaux. Les Grecs et les Égyptiens, eux, ont largement utilisé les formes naturelles dans leur architecture. Les colonnes, par exemple, s'inspirent des troncs d'arbres. Les proportions du Parthénon reprennent des ratios qu'on retrouve dans les coquillages ou dans la croissance des plantes. Ensuite, Léonard de Vinci, qui est le génie du biomimétisme, au XVe siècle, il passe des années à observer le vol des oiseaux. Il les dissèque, il analyse la courbure des ailes, le mouvement des plumes, et résultat, les premières esquisses de machines volantes de l'histoire. Il n'a pas réussi à faire voler un humain, mais il a posé les bases de l'aérodynamique moderne. Ensuite, à partir du XIXe siècle, l'industrialisation explose, mais paradoxalement, les ingénieurs se rapprochent à nouveau du vivant. Les premières études aérodynamiques sérieuses prennent pour modèle les oiseaux. Otto Lilienthal, qui est le pionnier du vol habité, construit ses planeurs en observant les ailes des cigognes. Ces travaux influenceront directement les frères Wright. Ensuite, l'apparition du concept moderne. Donc le mot biomimicry, biomimétisme, apparaît progressivement entre les années 50 et 90. Ce sont des décennies où la science découvre le monde invisible. La microscopie électronique révèle les nanostructures naturelles et la biologie moléculaire dévoile la logique intérieure du vivant. Les nouveaux matériaux permettent d'imiter ce que l'on croyait jusqu'ici impossible. Mais c'est Janus Bienus en 1997, puis dans les années 2000, qui donne la définition moderne du biomimétisme. La nature n'est pas quelque chose à exploiter, mais un mentor à écouter. Avec la crise écologique, le biomimétisme devient non seulement une source d'innovation, mais une nécessité pour réduire notre impact et rendre nos technologies plus intelligentes. Donc quels sont les trois niveaux? On peut les classer en trois catégories. Le premier, c'est le biomimétisme de forme. C'est copier la forme d'un organisme. L'exemple le plus connu, c'est le Shinkansen japonais, dont le nez est inspiré du martin pêcheur. Pourquoi? Parce que cet oiseau entre dans l'eau sans éclaboussure. Résultat, un train plus silencieux, plus rapide, plus économe en énergie. La deuxième catégorie, c'est le biomimétisme de matériaux, où on cherche à reproduire la matière. Les exemples célèbres sont par exemple la soie d'araignée, qui est 5 fois plus résistante que l'acier à poids égal. La coquille d'ormeau, qui est un matériau composite naturel d'une résistance incroyable, formé à température ambiante, ce que l'industrie ne sait pas faire. Et enfin, on a le biomimétisme de système qui est le plus ambitieux, c'est-à-dire qu'on ne copie plus une forme ou un matériau, mais une organisation naturelle. Par exemple, les termitières africaines inspirent des bâtiments capables de rester frais sans climatisation. Les écosystèmes naturels inspirent l'économie circulaire. Aucun déchet, tout est ressource. Alors, quelques exemples. La fleur de lotus et les surfaces auto-nettoyantes, puisque les feuilles de lotus sont toujours propres. Pourquoi? Parce que leur surface est couverte de micro-reliefs qui empêchent l'eau et la saleté d'adhérer. Résultat, des peintures et des tissus qui se nettoient tout seuls. Ensuite, on a le gecko qui grimpe sur n'importe quelle surface grâce à des millions de petites microstructures sur ses pattes.
Et les ingénieurs s'en inspirent pour créer des adhésifs ultra puissants sans colle. La peau des requins aussi a une structure microscopique qui empêche les bactéries de s'accrocher. Cette surface inspire aujourd'hui des revêtements antibactériens pour les hôpitaux et les piscines, mais aussi des matériaux réduisant la friction dans l'eau. Certaines termitières maintiennent 30 degrés constants alors qu'il fait 10 degrés la nuit et 40 degrés le jour. Les architectes ont reproduit ce fonctionnement pour créer des centres commerciaux ou des bureaux qui n'ont presque pas besoin de climatisation. Ensuite, les hiboux qui sont quasiment silencieux en vol grâce à la structure de leurs ailes. En imitant cela, on conçoit des pales d'éoliennes et des avions beaucoup plus silencieux. Le mouvement collectif des poissons également a donné naissance à la Swarm Intelligence qui est utilisée aujourd'hui dans les drones, dans les robots autonomes et même dans les algorithmes de trading. Et enfin, le poulpe sans squelette qui inspire une nouvelle génération de robots souples capables d'opérer dans des environnements fragiles, voire dans la chirurgie. Alors, quelques applications, puisque le biomimétisme, ce n'est pas qu'une idée, c'est vraiment un domaine qui transforme déjà de nombreux secteurs. Tout d'abord, dans l'architecture et l'urbanisme, avec des bâtiments ventilés comme des termitières, des formes aérodynamiques inspirées des poissons, matériaux qui s'auto-réparent, mais aussi dans l'aérodynamique et le transport, avec des avions silencieux, des trains plus rapides, des fuselages inspirés des baleines pour réduire la friction. L'énergie, les algues inspirent de nouveaux panneaux solaires. Les feuilles inspirent des systèmes de captation de lumière ultra efficaces. On a également dans la robotique, puisque les robots souples inspirés du poulpe, des robots quadrupèdes inspirés des animaux, des drones imitant les insectes. Dans la médecine, des aiguilles inspirées des moustiques, des matériaux biocompatibles, des systèmes d'immunité artificielle dérivés du vivant. Et enfin, dans l'IA et dans l'algorithmique, puisque les réseaux de neurones viennent évidemment des neurones naturels. Et les algorithmes évolutionnaires copient la sélection naturelle pour trouver la meilleure solution possible. Alors, le biomimétisme, c'est une boussole pour la transition écologique. Donc pourquoi? Déjà parce que le vivant fonctionne avec peu d'énergie de manière optimisée. Imiter, ça permet de réduire drastiquement notre consommation. Ensuite, dans la nature, le déchet n'existe pas, tout est recyclé. Donc il nous pousse vers des modèles industriels où chaque ressource garde de la valeur. C'est l'économie circulaire. Ensuite, les organismes fabriquent des matériaux à température ambiante sans chimie toxique. C'est un défi immense pour nous, mais aussi une promesse révolutionnaire. Et enfin, la nature est résiliente grâce à la diversité, la redondance, la flexibilité. S'inspirer de ces principes peut rendre nos sociétés plus stables face aux crises. Évidemment, tout n'est pas simple. Il y a des limites et des défis, puisqu'un organisme vivant est le résultat de millions d'années d'évolution, donc le reproduire fidèlement est souvent impossible. Mais observer, analyser, comprendre et reproduire les mécanismes naturels demande du temps, des outils et des budgets importants. En plus de ça, l'innovation qui fonctionne en laboratoire peut être très difficile à produire à grande échelle. Et enfin, il y a certains enjeux éthiques, c'est-à-dire qui possède les modèles du vivant. Peut-on breveter une invention directement copiée de la nature? Donc en conclusion, le biomimétisme, c'est pas seulement une technique d'ingénierie, c'est vraiment une philosophie et une manière de se reconnecter au vivant, de considérer la nature non plus comme une ressource à exploiter, mais comme un maître à écouter. Face aux défis du XXIe siècle, le biomimétisme n'est plus une option, c'est une piste indispensable pour construire un futur durable, efficace et harmonieux. Et donc, on peut terminer par cette idée, imiter le vivant, ce n'est pas le copier, c'est comprendre.